Oui, c'est commencé. On est commencé. Ouais, on Fait est bon. quelques fois, en plus, là, 2 personnes à la banque, une personne au Sherbatov, là, déjà moi, ce que je m'entraîne, une personne chez depuis comme 1 mois, 2 mois qui viennent me voir. Hey, je t'ai vu sur Internet. C'est hot. Puis ça fait un petit. Ben, tiens, non, c'est vrai, je vais le dire, on aurait dû notre débit de vidéo, mais non, on a gardé le même débit. Mais je Fait que pense tant que mieux. c'est ça, peut-être ça s'est accumulé, puis c'est après 2-3 fois que les gens osent vraiment venir te voir. Ben, là, après hein. 2 ans de qu'on a, à un moment donné, je pense que je reconnais JS. Là. Mais j'ai l'impression que les algorithmes, c'est vraiment fucké, mais Ouais. mettons que je suis abonné en tant que mon nom personnel au, je sais pas, Sherbatov ou peu importe où, j'ai l'impression que ça va chercher les abonnés comme de toutes les compagnies qui sont reliées, puis ça pitch les reels dedans. Là. Ça fait un petit peu peur, les algorithmes Facebook Oui, et vraiment. Instagram. Là, c'est, Ben, il place bien les vidéos. On va faire le petit disclaimer. Yes. Donc, avant qu'on débute, sachez, je ne suis pas conseiller légal, ni avocat, ni fiscaliste. Donc, toutes les recommandations ou les suggestions, les commentaires que je pourrais faire, assurez-vous de les réviser avec un avocat ou un conseiller légal. Bienvenue, JS. Salut, Anto. Au podcast. Bienvenue au podcast. Ça fait un petit bout qu'on s'est vu. Je suis content. On a beaucoup de sujets à discuter ensemble. Je prépare toujours une petite session de brainstorm de sujets. Fait que aujourd'hui, on va parler vraiment business intellect. Donc, première question pour toi, mon cher. Pourquoi s'incorporer? Ce serait quoi les avantages? Je vous dirais, le principal avantage, c'est, puis ça dépend des personnes. Point de vue fiscal, c'est une légende urbaine. Il n'y a à peu près aucun avantage pour s'incorporer, à part si on garde les revenus en entreprise. On va couvrir un peu plus loin. C'est pour ce qu'on appelle le voile juridique. Un voile juridique, c'est qu'il faut comprendre qu'une compagnie incorporée, c'est une compagnie qui est distincte à toi. Par exemple, tu peux être ce beau petit pot rose-là qui possède une compagnie, en l'occurrence la tasse de café ici. Si la tasse de café se fait actionner parce que, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a glissé ou il y a un des employés qui, pour X raison, il a empalé avec un balai un client, bien, la poursuite, elle va s'arrêter à la tasse, qui est une entité complètement distincte. Donc, tous les actifs que tu possèdes personnellement ne sont pas touchables. Il y a des exceptions dans des cas que l'actionnaire principal fait de la grosse fraude ou des crimes ou peu importe, mais c'est pour la protection juridique. On appelle ça un voile juridique qui est très simple. Entre toi et la compagnie, il y a comme un gros voile de fer qui s'émisse, puis ça permet de te protéger toi personnellement. Fait que quand tu as des liquidités dans ta compagnie, tu peux les transférer en ton nom personnel sous forme d'avance, dividende, salaire, peu importe. Et après ça, c'est sécurisé. Donc, au fond, ça te permet de protéger tes actifs. C'est vraiment pour la protection juridique. Puis on entend souvent parler dans la construction. Ça, c'est un classique. La personne ouvre une compagnie, fait un hostie de flop comme bâtiment, ferme la compagnie. Tu peux à peu près plus rien faire si la personne elle a une coupe de shell, des compagnies vides, puis fait que tu n'as à peu près aucun recours comme ça. Donc, évidemment, il faut l'utiliser à bon escient, on s'entend, mais c'est pour une question de protection juridique avant tout. Je pense que les gens pensent aussi que, oui, la protection juridique, ça fait partie de ça, mais surtout, est-ce qu'on fait un certain niveau d'argent supplémentaire de commencer dans le travailleur autonome puis de switcher vers une incorporation est beaucoup plus avantageux financièrement. Mais je pense qu'il y a des astérix à ça. Tu veux-tu en parler? On va le couvrir en point 3. OK, ouais. Le point 2 que je trouve vraiment intéressant. Ah, ben c'est écrit, excuse-moi. Ouais, la question que tu avais apportée, pourquoi rester travailleur autonome? Ouais. Ben, avant tout, c'est une question de gestion du risque et une question de coût. OK? On s'entend. Tout dépendamment de ce que tu fais aussi, si tu es consultant, tu sais, les gens, des fois, qui sont par exemple ergothérapeutes ou des choses de même, est-ce que le risque. Un professionnel. Là, oui, c'est ça. Il y a des risques qui ne sont pas nécessairement. Il n'y a pas vraiment de risque. Souvent, des compagnies qui sont plus, exemple, dans l'apprentissage avec les enfants. C'est un exemple qui me vient en tête parmi tant d'autres, mais tu ne peux pas vraiment causer la mort là-dedans, on s'entend. Il y a peu de chance. Quand c'est une compagnie qui possède un actionnaire, puis c'est une activité qui est à faible risque, qui soit pécunier, santé ou physique, je vous dirais rester travailleur autonome parce qu'il faut comprendre que s'incorporer, il y a des coûts d'incorporation, il y a des coûts de gestion pour gérer le livre, il y a des coûts d'impôts. Il faut faire affaire avec un fiscaliste. C'est pas monsieur, madame, tout le monde peut faire des rapports d'impôts à la fin d'année. Fait que là, on se ramasse à 5 à 10 000 par année là, de frais, là, dépendamment de la grosseur, la structure, et etc. Fait que c'est sûr que quand vous partez au début puis il n'y a pas vraiment de risque en tant que tel, là, je vous dirais de rester travailleur autonome. Là, c'est pour une question financière, pour sauver de l'argent. Puis, ça serait pas mal ça. Là. Je vous dirais que le barème serait, quand vous considérez que votre activité commence à être risquée, soit parce que vous avez trop d'employés ou que la nature des activités, allez-y avec une incorporation. Oui, puis je pense qu'en tant que travailleur autonome, tu peux pas non plus engager des employés. Techniquement, il faut que tu aies deux sous-traitants, whatever, mais une incorporation va pouvoir justement
engager puis faire des T4 avec des employés à l'interne? Tu pourrais engager des employés en étant une entreprise qui est enregistrée. Donc, tu n'es pas un travailleur autonome, tu n'es pas incorporé. Un enregistrement, ça coûte 70 un NEQ, dans le fond, ce que tu veux dire? Oui, tu as un NEQ, Ouais, mais quand tu es ENR, enregistré. OK, je savais Donc, pas. il y a possibilité de faire ça, mais tu n'as pas le voile juridique. C'est en ton nom personnel. c'est plus Donc, risqué. le risque demeure. Ah, tu vois, c'est une précision que je savais pas. C'est-tu plus avantageux de rester salarié comme à l'interne dans une entreprise ou justement de devenir travailleur autonome? Fait que, est-ce que c'est une question c'est toi qui 100%, c'est toi qui es capable d'aller chercher le plus de revenus possible versus salarié, tu es limité à un certain montant sauf l'augmentation. Donc, c'est quoi un petit peu la perspective de ton côté pour ça? C'est sûr que, bon, avant de s'attaquer au point de vue financier, on va s'attaquer au point de vue humain. En étant employé, salarié, tu as une sécurité d'emploi que tu n'auras jamais en tant que travailleur autonome. Okay? Donc, partant de cette prémisse-là, à peu près 90%, 95% du monde ne devrait pas être travailleur autonome. Ça serait préférable que vous restiez employé. Ah ouais. Okay. Bon, on met le côté humain vraiment à part. On parle point de vue financier. Ouais. Salarié, tu vas avoir des cotisations souvent que l'employeur va mettre. Tu vas souvent avoir des REER, tu vas avoir le RRQ, etc., qui vont te permettre d'avoir une pension de vieillesse, que les avantages ne sont pas les mêmes quand tu es travailleur autonome. Fait que, oui, tu vas être capable de facturer plus à l'heure travailleur autonome, mais il faut comprendre que tu n'as pas de déductions à la source qui vont être avantageuses quand tu vas être rendu à ta retraite, etc. Souvent aussi, quand tu es salarié, ben, tu te casses la gueule, tu as la CNES qui couvre. Ou tu as l'assurance d'entreprise, tandis que travailleur autonome, il y a des assurances, mais très peu de travailleurs autonomes s'assurent adéquatement. Puis, dernièrement, les modalités de la CNES avaient un petit peu changé, mais tu n'étais pas couvert là, quand tu es travailleur autonome. Donc, personnellement, je vous dirais, restez salarié, puis quand vous voulez jumper, sautez en Inc. Passez pas de salarié à travailleur autonome à Inc. Directement faire... Je dirais de faire le step. Ouais. Parce qu'en réalité, on va se le dire. Salarié, tu as un client. Travailleur autonome, si tu es toute seule puis tu as 3-4 clients, 5-6 clients, c'est un petit peu le même traitement que tu es comme un employé déguisé quand tu es travailleur autonome parce que ça reste que tu fais la job avec ton propre temps. Ouais. Quand tu tombes compagnie incorporée, donc quand tu es rendu entrepreneur, là, je fais une petite nuance. Là. Il y en a qui vont me dire je suis travailleur autonome dans une compagnie incorporée. Oui, mais c'est comme pas une business de travailleur autonome dans une compagnie incorporée. Tu es un travailleur autonome. Quand tu as une business, tu as une équipe. Il y a de l'impartition de tâches, il y a de la division de tâches, il y a d'autres personnes qui t'aident. Fait que, bâtissez votre petit business en étant salarié 40 heures semaine, employé. Engagez votre premier, deuxième, troisième employé, puis ensuite Inc., compagnie incorporée, puis embarquez dans Inc. Passez pas par le statut de travailleur autonome. J'aimerais qu'on fasse une précision au niveau du revenu, d'être rendu au point que c'est avantageux de switcher comme incorporation. Ouais. Donc, moi, je me suis fait dire, Anto, dès que tu fais 100 000, incorpore-toi. Anto, attends pas avant de faire 300 000 pour t'incorporer. Anto, actuellement, tu fais ce revenu-là, incorpore-toi live. Puis je suis comme, mais qui suit? Qui a raison là-dedans? C'est assez compliqué, mais tu as deux types de revenus quand tu es dans une compagnie incorporée. Tu as le revenu qui est passif, on va dire le revenu passif. Tu es imposé à 50% plus quelques poussières, okay, qui est le taux d'imposition pas mal marginal le plus élevé que tu peux avoir en étant employé. Okay. Fait que c'est une légende urbaine de 100 000 par année incorpore-toi, c'est la bullshit. C'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. Bon. Si on suivrait vraiment cette logique-là pour avoir le même taux d'imposition, il faudrait regarder dans la fourchette, là, mais je pense que ça serait plus autour de 250-300. Fait que mettez vraiment ce volet-là de côté. Ouais. Où est-ce que ça peut... Par contre, quand tu as une compagnie qui est un revenu d'entreprise exploité activement, ton taux d'imposition est beaucoup plus bas. Il navigue entre le 20 et le 30 dépendamment de ton plafond des affaires. Là. Versus au personnel, ça ressemblera à quoi? C'est plus élevé que ça, généralement, au personnel. Ton taux d'imposition, c'est progressif au Canada, donc ça part quand même assez bas. À 0%, c'était à... En bas de 30 000? Non, en bas de 25 000. Comme 14-15 000, je me souviens plus. Là. Ouais. Puis, ça y va graduellement, c'est progressif. Ça, d'ailleurs, la légende urbaine de « je n'accepterai pas l'augmentation parce que mon taux d'imposition, je vais en payer plus », c'est faux, c'est progressif. Si la barrière se fait à, je dis un chiffre comme ça, 50 000, puis quand tu arrives à 50 000 et 1 $, tu ne te fais pas manger avec l'impôt sur tout le 50 000 et avant. C'est ça. C'est sur le 50 000 et 1 $ et plus. Donc, évidemment, j'ai fait une fourchette ronde pour que vous compreniez. Mais ça, c'est une foutue légende urbaine. Mais les gens, ils pensent ça. Puis même que je vais aller plus loin là-dessus, il y a des vidéos des gens qui passent, mettons sur TikTok, meilleur exemple. Je veux pas faire plus de revenus parce que je vais faire moins au bout de la ligne, je vais me faire manger par l'impôt. Non, le monde ne comprenne pas du tout le principe de l'impôt progressif. Ça vaut la peine d'aller sur Aller lire là-dessus. Hey, demandez à ChatGPT
Explique-moi l'impôt composé. Écoute, c'est vraiment important parce que souvent, c'est une légende urbaine qui est véhiculée. Je pense qu'une personne, un employé sur deux, pense que c'est encore le cas au Québec, même en 2024. Donc, où est-ce que ça peut être vraiment avantageux pour s'incorporer, en fait? Je vais vous l'expliquer. C'est lorsque vous n'avez pas besoin de tous les revenus pour vivre. Okay? Je vais prendre mon exemple. Dans mon entreprise, je ne me verse pas de salaire. Donc, évidemment, si j'étais un travailleur autonome ou salarié, j'étais un travailleur autonome, mettons, une compagnie enregistrée, je serais imposé sur tout le revenu que je fais à un taux marginal, à un taux élevé, un taux de probablement 50 % dans mon cas. Tandis que présentement, étant donné que c'est une entreprise exploitée activement, je suis juste imposé sur 24-25 %, là, j'ai un petit blanc. Donc, il faut comprendre que lorsque l'argent, vous ne l'utilisez pas et vous la laissez dans la compagnie, là, c'est très rentable s'incorporer. Souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont avoir une petite compagnie opérante qui va faire du ménage. Ils vont avoir une compagnie au-dessus qui va être une compagnie de gestion, une GESCO. Puis, ils vont transférer de l'argent. Puis, la compagnie d'au-dessus va acheter de l'immobilier, par exemple. Fait que ça, c'est sous réserve là, du revenu protégé. C'est ce qu'on appelle un dividende interco, qui est... il n'y a pas d'impôt là-dessus. Donc, ça veut dire que tu prends l'argent de la compagnie qui est généré, tu l'envoies en haut, il n'y a pas d'impôt qui se fait, puis tu achètes de l'immobilier. Fait que tu comprends-tu à quel point c'est un outil qui est puissant? Wow. Fait que ça, puis je vous suggère, lorsque vous allez vous partir en business, partez de la prémisse que vous allez être gros, puis partez de la prémisse que vous voulez une fiducie, puis de l'immobilier, puis des actions, puis des placements. Une petite compagnie incorporée en bas avec ce qu'on appelle, on appelle ça une OPCO là, dans le terme juridique, puis une GESCO, une compagnie de gestion par-dessus, puis transférez vos liquidités. Même principe que j'expliquais tantôt, le voile juridique. Si ta compagnie en dessous, elle se fait actionner parce que, disons que tu as une compagnie de construction, puis il y a un balcon qui lâche, puis ça tombe sur un char, puis la personne, c'est une Ferrari, puis t'actionnes, tes assurances ne veulent pas couvrir parce que c'est la grossière négligence, blablabla, bien, tu fermes ta compagnie, puis c'est réglé. Puis, si tu as transféré l'argent en haut dans ta compagnie de gestion, cet argent-là n'est pas saisissable. Donc, d'où l'importance d'avoir plusieurs compagnies et un système qui est précis. C'est rough, hein, comme matinée, comme contenu. C'est très, très, très technique. Fait que disons que tu as vraiment... n'importe qui veut se lancer en affaires a l'envergure de faire beaucoup d'argent. Donc, dans cette lignée-là, le chemin intelligent, ça serait jamais, OK, compagnie de gestion, aller acheter de l'immobilier. Toutes les grandes richesses, même Luc Poirier en parle. Luc Poirier, il est parti en immobilier, mais il y avait des compagnies opérantes en dessous. Lui, il a transféré cet argent-là dans ses compagnies immobilières, puis après, il est devenu promoteur. Je pense à Schiller. Schiller qui fait les stars. Lui, il y a une compagnie opérante qui fait des stars. Schiller La Vie, qui sont deux acteurs qui sont très, très lourds dans le coin de Masson puis le Vieux-Montréal. Ouais. C'est des forces tranquilles, ces bonhommes-là. La Vie parle un petit peu plus, mais Schiller, c'est... Écoute, il y a à peu près 1,5 milliard d'actifs immobiliers. Personne n'en parle. Là. Il y a probablement des parts dans cette taux-là, puis tu n'es même pas au courant. Là. Mais lui, il y a une compagnie qui est cotée en bourse, qui a beaucoup de liquidités. Il achète de l'immobilier avec ça. Fait que c'est tout le temps de même. C'est très rare, les compagnies d'immobilier qui sont juste en immobilier et qui performent bien. Souvent, il y a une activité connexe. Ça peut être du flip immobilier. Right. Ça peut être un paquet d'autres entreprises qui vient chercher du cash flow. Exactement, parce que l'immobilier, c'est à long terme. Fait que ça ne permet pas une croissance rapide de par elle-même. Ouais. Idéalement, il faut que tu aies une autre source de revenus qui vient soutenir ça. Ça sécurise les banques, ça accélère l'accumulation de ton capital pour pouvoir acheter, etc. Mais oui, dès que vous partez, think big, c'ti. Comme dit Elvis Gratton. Think big, think big, c'ti. Partez une petite compagnie, mais pas dans la prémisse qu'il va y avoir des millions là-dedans. Prenez le temps de faire la structure au début avec un avocat. Oui, ça va vous coûter 5-6 000. Ben oui, mais ça va vous éviter de l'impôt, du stress, et etc. J'ai une question, je pense, pour faire un peu l'avocat du diable aussi, là, intéressant. Mais fait que tu as le placement immobilier que tout le monde dit, dont toi, que c'est le move à faire, versus le placer dans des REER, mettre cet argent-là placé. Le REER, bon... Premièrement, pour avoir un REER, il faut que tu aies un salaire. OK? Fait que faut que tu te verses un salaire, pas de dividende. Donc, le REER, j'ai jamais été un fanatique des placements à la bourse parce que le rendement, il n'est pas très élevé. Mais. Versus l'immobilier, par contre? L'immobilier, c'est beaucoup plus élevé en termes de rendement. Là. Okay. Mais, le placement à la bourse, c'est vraiment la seule chose qui est complètement passif. L'immobilier n'est pas passif, là. C'est vrai. À moins d'avoir des positions très passives que tu fais juste injecter de l'argent et tu as une équipe active qui gère tout, c'est pas passif. Même si tu as juste des condos, même si tu as un 6 qui est neuf, même si
il y a tout le temps du trouble. Il y a le TAL, il faut que tu ailles collecter. Il y a la tank à eau chaude, que c'est tout le temps le samedi soir à 10h qu'elle pète la tank à eau chaude. Pas de danger que ce soit le mardi à midi. Hein? Ben non, samedi, c'est tout le temps de même, OK? Fait que... Right. Tout ça pour dire... C'est pas passif. Le REER, en fait, mêlez les deux. OK? Il y a 3 types de produits que les grandes richesses ont. Les assurances avec portion participative, qui est un outil financier qui est comme tellement méconnu, mais tellement puissant. Condition, avoir une compagnie incorporée qui génère beaucoup de cash flow. Si vous voulez les contacts, faites-moi signe. J'en connais une excellente que j'ai dans mon portefeuille. Deuxième, c'est les REER, CELI, CELIAP, toute cette cochonnerie-là. Puis le troisième, c'est tout ce qui est des placements immobiliers ou des placements sur le marché dispensé. Donc, faites un mélange. Tu sais, mettez pas vos œufs tous dans le même panier. Là. C'est très bon de faire des mélanges. Je peux avoir beaucoup de placements à la bourse. Tu prends des marges. La marge va servir en mise de fonds pour l'immobilier, etc. Fait que faites des mélanges. Ça sort pas de nulle part quand on dit diversifier ses investissements. Là. D'y aller all-in immobilier ou versus y aller placement, le mieux, c'est d'avoir un half and half. Ben, tu vois, ou un certain pourcentage. Si je regarde, moi, mon portefeuille, comment il est fait de répartition d'actifs, j'ai à peu près 80% de mon actif net qui est en immobilier. OK. Peut-être 10% qui est la valeur de mon entreprise incorporée. Puis le reste, c'était comme simili-liquide. Quand je dis simili-liquide, c'est des actions à la bourse dans des FNB. Un CELI qui est maxé, évidemment, un REER qui est maxé. C'est ça. Si jamais vous avez des enfants, un REE qui est maxé, pour l'amour du bon Dieu, maxé-le à 2500 par année. REE, régime d'épargne. Oui, ça aussi, c'est assez fou. Là. Le gouvernement donne tellement d'outils incroyables pour être riche. Là. Tu maxes ton CELI, tu maxes ton REER, tu maxes ton REE, tu vas être multimillionnaire à ta retraite. C'est simple de même, man. Ouais. Simple. Pourquoi les gens n'utilisent pas ces outils-là? Mais souvent, ils les connaissent pas. C'est sûr que c'est plus excitant à aller au bordel un vendredi soir, le bordel de resto. Là. C'est plus excitant d'aller popper une bouteille de champagne au bordel à 200$ que le mettre dans ton REER. J'ai jamais vu quelqu'un faire « Hey, j'ai mis 200$ à mon REER! » Pour les plus jeunes, au shaker. Ouais, au shaker. Right. Fait que je pense que c'est une question d'image sociétale présentement. Tu sais, le monde veut beaucoup flasher, puis des CELI, tu peux pas l'afficher sur ton char ou tu peux pas l'afficher. CELI maxé. J'ai vu un meme, là, je le mettrai au pire dans le montage, là, c'est très drôle. C'est le gars, il dit, il rencontre la fille, c'est comme Pierre-Yves McSween qui est en date, puis il dit, t'as combien dans ton CELI, tu sais? C'est incroyable. C'est bon. J'ai fait un meeting avec un conseiller en sécurité financière ce matin, justement, parce que j'ai un goal en ce moment, c'est dans 3 ans, j'aimerais acheter un condo. Fait que je veux savoir combien d'argent je vais mettre par mois. Fait qu'il m'a aidé à amener ça. Fait que j'ai ouvert mon CELIAP aussi, ce qui est vraiment un bel outil par rapport à ça, pour cotiser, sauver de l'impôt aussi. Mais je savais pas, là, il y a comme 2 semaines de ça, j'étais dans le néant. Je connaissais aucunement ces programmes-là. Là. C'est récent, le CELIAP en plus. Ça fait 1 an. Là. C'est super récent, mais honnêtement, juste se tenir à jour des changements au niveau de la fiscalité, c'est quasiment un job à temps plein. C'est pour ça qu'il faut que tu t'entoures bien. Là. Surtout les changements fiscaux. Là. Écoute, ça change les lois. Du tout au tout. Cette année, le gain au capital qui passe à 66,66%. Il y a plein de monde qui sont pas au courant. Ils vont pogner une petite 2 minutes quand ils vont vendre. Quand tu n'as pas prévu le 16% excédentaire, là, ça change constamment. Fait que faut que tu t'entoures de bonnes personnes, justement, de bons conseillers qui vont pouvoir te guider. Puis de bons fiscalistes. On a skippé la question par rapport à rester entrepreneur, travailleur autonome ou incorporation. Ou on l'avait abordé, je pense. Grosso modo, je vous dirais, sautez tout de suite en incorporation. Gros avantage, si vous êtes un papa de famille comme moi, versez-vous pas un gros salaire. Comme ça, vous avez des allocations gouvernementales qui sont beaucoup plus intéressantes. Fiscalement, le but est de rester pauvre. Fiscalement, McSween est très fort là-dessus. Rester pauvre. Fiscalement, tu dois être pauvre. Ton revenu, tu dois le diminuer le plus possible parce que la façon que l'impôt fonctionne au Canada, il ne t'impose pas sur tes actifs comme dans d'autres pays, il t'impose sur tes revenus. Fait que le but, tu génères un petit revenu, tu essaies de maximiser tes actifs. Oh shit. Tu achètes de l'immobilier, tu prends de l'amortissement pour réduire ton revenu. T'as bien beau avoir 700 000 de liquidité dans ton compte de compagnie. Si tu ne te le verses pas en tant que salaire, c'est pas imposable. Mais si tu te verses un salaire de 60 000, comment tu veux te qualifier pour un bloc à 800 000? Bien, le gros problème, quand tu ne te verses pas de salaire, les institutions financières conventionnelles sont beaucoup plus froides à te prêter. Fait que souvent, il faut que tu aies une caution ou une caution corporative ou un prêteur de type B. OK.
Fait que ça, je vous dirais, si vous avez un objectif d'acheter une maison, 2 ans de plein salaire, puis une fois, parce que la banque va regarder 2 ans de revenus, 2 ans de plein salaire, puis dès que vous avez votre maison, comme j'ai fait, vous coupez le salaire complètement. Le plus possible. Évidemment, il faut être capable de vivre dans les mesures du légal, puis blablabla, là. Mais tu fais ton budget, tu dis, ça me prend ça pour vivre avec un petit buffer. Exact. J'aime vraiment ça. Ouais. Parce qu'honnêtement, tu sais, quand tu prends le temps de bien regarder ça, quand tu es entrepreneur, il y a beaucoup aussi de ce qu'on appelle des remboursements de dépenses que la compagnie peut donner à l'actionnaire, qui sont 100% légales, qui est de l'argent que tu peux sortir de la compagnie sans impact fiscal. Par exemple, le plus connu, le kilométrage sur le véhicule. Méchant bon outil. 64 sous, si ma mémoire est bonne, le kilomètre, les 5000 premiers kilos, 69 ensuite. Mon petit côté enfant, 69. Le gouvernement a vraiment pas pensé à ses affaires. Il aurait pu mettre 65, 70, et on va mettre 69. Ben, c'est comme le 66.6, c'est Demon Number. C'est sûr que Freelance, ça fait genre... En tout cas, peu importe. Ça pour dire... Il y a gros du monde qui ne le savent pas, ça. Fait que gardez votre véhicule personnel, utilisez-le pour aller à business. Puis quand vous êtes vraiment top-notch, imaginez un véhicule électrique. Ça, c'est encore plus drôle. Ouais, jusqu'à temps qu'il passe une loi. Là. Mais là, en ce moment, c'est. À date, c'est pas le cas, mais mettons que tu fais. Écoute. Ben, mettons que tu es courtier immobilier, là, puis tu es tout le temps sur la route. Tu peux littéralement vivre tes remboursements de dépenses. J'en connais qui font 70 000 par année de kilométrage. Fait 70 000 fois 64 sous, c'est à peu près 45-50. Vous regardez avec la calculatrice. Là. Ma mère est courtière. Elle vient d'acheter une Tesla. C'est exactement ça. Puis tu vois. Ah ouais. Moi, ce qui m'impressionne, c'est pas, mettons, quelqu'un qui va me dire « Hey, je fais 250 000 de revenus. » Moi, ça m'impressionne pas. Parce que la seule chose, surtout si tu es entrepreneur, la seule chose que je me dis, c'est que si tu te verses ça, il y a peut-être d'autres raisons, mais première des choses, ton coût de la vie est vraiment élevé, mon gars, si tu avais vraiment besoin de tout ça, ou tu sais pas comment sortir ton argent intelligemment de la business, ou tu en sors trop de la business. Parce qu'il y en a, gros, des entrepreneurs qui sortent trop de liquidité de leur business puis qui se ramassent en faillite. Ça, écoute, 50% des entrepreneurs, ils ont... Qu'est-ce que ça, cette année, je me garde, je me verse un gros salaire, 100 000, puis là, tu te fais manger. Fait que, tu sais, moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment des très gros actionnaires de grosses compagnies qui font 90 000 par année. Mais tu sais, qui payent leurs employés 150. Ils font moins qu'eux, en théorie. Mais ils ont des bons fiscalistes, ils ont une bonne structure, ils ont tout de bons alentours d'eux. Puis je pense que Luc Poirier, justement, il avait parlé de ça. Il dit, moi, je fais pas un gros revenu, je fais pas un gros salaire par année ou un gros revenu, mais j'en ai beaucoup plus dans mes poches. C'est le net, là, qu'est-ce qui te reste dans les poches, c'est l'important. Puis comment tu t'achètes tes actifs, évidemment. Bon, c'est sûr qu'il doit faire plus que 100 000 par année, Luc, là, mais on s'entend que proportionnellement... Pour lui, c'est pas beaucoup. Proportionnellement, l'argent qu'il dégage, ça doit être une fraction, le salaire qui se verse, c'est certain. Là. Fait que quand on est incorporé, on a 2 manières de se faire payer. Salarié versus dividende. C'est quoi la différence entre les deux? Salarié va te permettre d'avoir si on veut, des avantages gouvernementaux. Dividende, le taux d'imposition est moins élevé un peu. Un peu, oui. Ça, c'est vraiment un exercice que vous devez faire, puis c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a absolument aucune règle. Là. Ça dépend d'un paquet de facteurs, du nombre d'enfants qu'il y a, des allocations, qu'est-ce que tu veux faire ta retraite, quand est-ce que tu veux prendre ta retraite. C'est ultra complexe. Sur planificateur financier fiscaliste, j'irai même pas plus loin tellement que c'est complexe. Non, c'est complexe. Puis de ce que j'ai lu par rapport à ça, c'est que quand tu te verses un salaire en entreprise, tu es comme, mettons, tu es directeur de Vézina Média. Ben, tu as un T4, fait que tu te qualifies comme un salarié, fait que c'est un petit peu plus facile justement de te revenir. Au financement, ça t'aide beaucoup. Par rapport à ça, tu sais, fait que ben, les dividendes, tu sais, à voir. Mais c'est quand même une question intéressante, puis un sujet intéressant d'aller s'éduquer. À quel point c'est vraiment stupide, par exemple, les banques? Mettons, moi, dans mon cas, je dirais, là, c'est correct parce que en fait, ils prennent la moyenne 2 ans du salaire, OK? Ouais, c'est ça. Mais je pourrais, mettons, avoir ma blonde qui travaille dans le business, je pourrais lui dire, je te verse 500 000 par année, tu es la PDG, puis le jour 1, si elle est permanente, tu es temps plein, dès son premier talon de paye, elle se qualifie à 500 000 par année. Comme les banques regardent à peu près pas ça, ils vont même pas faire l'exercice d'aller voir. Ils vont pas faire le check-up. Travaille pour quelle compagnie, OK, c'est son chum qui l'a. Ils feront probablement même pas l'exercice. Puis t'as beau être 100% transparent, il y a un paquet de loopholes comme ça là, qui font absolument aucun sens, là. Fait que, exemple, ils prennent... si ton entreprise vient de démarrer, ça fait 1 mois. Toi, évidemment, ils attendent que ton entreprise soit solide avant de te qualifier. Ta blonde, tu lui donnes un poste de directrice qui a 100 000 par année, ils vont prendre son full salaire. Tu vois, fait que là... Il y a beaucoup de choses comme ça présentement que c'est très nébuleux. Très, très précis.
faire suite à ça, comment est-ce qu'on peut couper aux bons endroits dans une entreprise? Toi, je sais que tu es fort à être le plus lean possible. C'est quoi les steps que tu as pris et que tu conseillerais aux gens qui ont une entreprise? L'humilité. L'humilité, aussi ridicule que ça puisse paraître, puis c'est quelque chose que je vais vraiment aborder aussi plus loin, là. Surtout dans vos véhicules, surtout dans toutes vos obligations financières. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bureau dans Ville-Marie au 25e étage, au 30e étage pour impressionner vos clients. Ouais. C'est vrai. Moi, dans mon cas, j'ai confiance en mes employés administratifs. Pas de bureau. Mais on a un bureau qu'on peut louer sur mesure si on a des rencontres. Essayez de réduire les charges financières. Contrairement à moi, personnellement, tantôt je disais que je veux générer le moins de revenus possible, mais le plus d'actifs possible. Dans ma compagnie, c'est le contraire. Je veux le plus gros revenu possible, mais je veux pas d'actifs et de passifs. Ouais. Fait que c'est un peu le contraire. Vous voyez, c'est complémentaire. Même principe en immobilier, tu as un très gros actif, tu as un revenu beaucoup plus bas. Fait que soyez complémentaires dans vos types d'entreprises. Au fond, là, c'est une vache à lait, entretien condo net. Ce que ça fait... Ouais. Mais c'est la pointe du iceberg. Il y a une très grosse structure immobilière, financière en dessous de ça. Il y a beaucoup de placements, des maisons de chambre, du multilogement, un gros parc. Ouais. Mais c'est la vache à lait, c'est elle qui feed. T'sais, mettons que je veux acheter, c'est une bonne caution. Et généralement, les banques font juste prendre une caution corporative sur cette entreprise-là. Si jamais c'est en défaut de paiement, ils prennent les revenus directement de la compagnie. Fait que, écoute, c'est en ligne. Peu importe, j'achète quoi. OK, tu veux mettre une caution? OK. Signe-là. Je vais t'amener une situation par rapport... puis je vais l'amener contextuellement avec mon entreprise de podcast. Mm-hmm. J'ai un studio à Montréal. Si je veux avoir un studio en Ontario, dans les autres provinces, dans chacune des provinces, disons, ça reste plus avantageux que je loue un local là-bas ou que j'achète un local commercial dans chacune des provinces. Selon toi. Louer all the way, pourquoi? Louer all the way. Plus de flexibilité. Premièrement... Je peux quitter quand je veux. Mettons que ça fuck là, dans ton expansion. Ouais. Au pire, loue, ça va bien, achète ensuite. Hey, c'est un gros engagement. Ça. Acheter, là, c'est comme mettre la bague sur le doigt d'une femme, mon gars. Là. Tu le fais-tu après la première date au resto? Non, t'as loues. Ta date. T'as loues. Mais tu sais, parallèle, ta date. Hey, il faut être consistant. Tu t'en vas pas dans un bar puis hey, je te trouve cute, mets la bague. Moi, c'est comme ça que je vois acheter. Mais tu vas y faire peur ou ça va fucker up. C'est vrai. Mais c'est comme ça que je vois un achat. T'arrives pas puis hey, je trouve que le condo commercial est vraiment beau. Hey, voilà la bague. Ben oui, mais t'as pas testé, t'as pas eu de client dedans. Tu connais pas le marché là-bas, ça se peut que ça soit moins Écoute, intéressant. C'est peut-être une hostie de folle. Tu le sais pas, man. Le marché, peut-être que tu te rends compte qu'à côté, c'est des junkies qui sont dans le bâtiment. Là. C'est vrai. Fait que, tu sais, il y a tellement de facteurs. Puis souvent, ceux qui déménagent, tu me parlais de déménager en condo tantôt. Oui. Moi, ce que j'ai fait dans le premier condo que j'ai déménagé, je l'ai habité en louant en premier. Pogné le vibe. J'ai loué une unité qui était au premier étage. J'ai pogné le vibe. Tu sais, OK, c'est cool ici. C'était un complexe locatif puis achat? Au fond, c'est une copropriété. C'était à Laval, dans le complexe Urbania. Ouais. Puis, tu sais, j'ai loué avant. Pour savoir ça avait de l'air de quoi. Je sais pas c'est quoi qu'il y a là-dedans. Vive là, les gens. Parce que de la drogue, tu sais pas, ça affiche chez Centris, là. Puis honnêtement, si vous êtes capable, le meilleur des mondes, d'aller voir un propriétaire qui loue puis qui est flexible pour une option d'achat. Hey, là, vous êtes en Cadillac. Fait que tu le loues puis il est prêt à vendre. L'avantage du condo, moi, c'est je veux un mode de vie. Je vieillis puis j'étais comme, OK, je veux ce genre de vie-là. Mais la flexibilité de dire, si je veux partir encore une fois dans le sud, je vais louer pendant 6 mois mon condo, c'est plus le fun. C'est plutôt que d'avoir une maison, disons. Écoute, en condo, tu as tellement de facteurs, surtout si tu achètes sur plan. Écoute, j'entends des histoires d'horreur d'air climatisé qui fonctionnent en hiver, puis de heater qui fonctionnent en été, puis c'est central, fait que le copropriétaire ne peut rien faire. C'est comme automatisé. J'entends des affaires de dégâts d'eau qui touchent 30 étages. Tu es pogné là-dedans, frais de condo, assurance. Tu viens de déménager, ton frais de condo va passer de 700$ à 1400$. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Puis là, tu ne peux plus vendre. Parce que là, à qui tu vas vendre? Tu vas dire, hey, ça me coûte 1400$ de frais de condo, j'ai un 3,5 de. Chier, si je vais pas là. Non. Mais, ouais. Fait que louer, man, avant, tester. Si vous pouvez retenir une chose aujourd'hui de ça, là, louer, c'est comme dater, acheter, c'est comme marier. On date, s'il vous plaît, avant de marier. Ben, louer avant d'acheter. J'ai vu une vidéo TED Talk récemment et la femme, elle disait la compétence numéro 1 des entrepreneurs à succès, c'est la constance et la persévérance. T'en penses quoi?
Ben, définitivement. Je sais pas quoi dire de plus, mais j'en ai une précision. Elle disait ça versus, on pourrait penser l'intelligence, le QI, la forme physique, mentale. Les entrepreneurs qui réussissent le plus, selon moi, ne sont pas nécessairement les plus brillants. Un peu ironiquement, tu sais, Bill Gates expliquait qu'il engageait, lui, du monde qui était plus brillant que lui en dessous de son équipe. Je pense que c'est quelque chose que Steve Jobs a dit aussi. C'est quand même des êtres très intelligents, on s'entend. Mais c'est sûr que peu importe comment tu es intelligent, il y a quelque chose qui va arriver dans ton blind spot. Il y a des choses que tu n'as pas de contrôle. Je vais parler tantôt du changement au niveau du taux d'imposition qui passe de 50 à 66 %. Ouais. À quel point les gros REIT n'ont aucun contrôle là-dessus. T'sais, les grosses compagnies d'entretien d'immobilier, c'est énorme l'impact fiscal de ça. Mais à quel point tu n'as aucun contrôle? C'est le gouvernement qui t'impose de quoi avec 3-4 mois de préavis. OK. Tu as une tornade en Floride qui passe, ramasse ton complexe. À quel point tu n'as aucun contrôle? Fait que quand tu n'as pas de contrôle sur quelque chose, ben, tu pries le petit Jésus, mon gars. Persévérance, tu continues. Tu manges la claque, puis tu fais juste continuer ta business. Fait que, puis généralement, définitivement, même dans la business chez nous, je vous cacherai pas qu'il y a beaucoup d'immigrants qui ont des PhD, des maîtrises, qui sont plus brillants que moi. Tu sais, mettons qu'on ferait un test de QI. Brillant sur... OK. Ouais. Ils seraient plus brillants que moi. C'est sûr qu'ils ont des capacités logico-mathématiques qui sont plus élevées que moi. Ouais. Ça, c'est très circonstanciel, mais c'est pour te dire que, selon moi, l'intelligence n'est pas un facteur qui... de succès intrinsèquement. Il y a une certaine corrélation, mais c'est pas 100% de la formule. D'ailleurs, Warren Buffett expliquait qu'en investissement immobilier, si tu as plus que 110 ou 120 de QI, ça sert à peu près à rien. Là. Puis on s'entend que Warren Buffett, c'est pas un 2 de pique. Là. Puis ça illustre très bien le fait que c'est loin d'être juste... Je sais pas si c'est un vrai fait ou pas, mais j'avais lu une autre affaire. Quand tu veux devenir policier ou policière, justement, un certain niveau de QI, peut-être que si t'es trop haut, ils vont pas te prendre parce qu'il faut que tu agisses par action. Il faut que tu sois beaucoup plus efficace et non trop pensé, analysé. Mais c'est comme ça pour tout. Je connais du monde extrêmement brillant. Écoute... Il y a un gars qui s'appelle... je peux pas dire son vrai nom, c'est un podcast. On va l'appeler Max. Okay? Max, je le rencontre en 2018. C'est un de mes bons... c'est un des chums de mon comptable, au fond, qui est devenu un... En tout cas, c'est des chums. Ouais. Je rencontre dans un condo. Je dis, hey, j'ai un achat, là. Je présente les chiffres. Ouais. C'est un condo, jadis à Laval, que j'ai acheté. Il dit, ouais, écoute, je suis pas trop sûr. Mais le gars, c'est un brain. Il commence à me parler d'amortissement dégressif, tout le kit, de liquidité, de taux. J'étais comme, dude, OK, c'est juste un bon prix à un bon endroit, ça va prendre de la valeur. Mais il a tellement été froid sur l'analyse qu'il a passé à côté d'un esti deal parce que la personne qui a embarqué avec moi, elle a fait genre 70 000 à la vente de la copropriété 4 ans plus tard. On a fait 70 000 chaque. Puis c'est un parmi tant d'autres. Net d'impôt? Oui. Wow. Fait que c'est un cas parmi tant d'autres. Mais le gars, il est définitivement plus brillant que moi. Là. C'est un CPA chevronné. Ouais. Sur papier, il disait que c'était pas un bon mot. Sur papier, il dit c'est trop risqué. Je fais, okay. Trop risqué, right. Trop risqué. Je préfère pas de trouble. Mais tu sais, puis des condos comme ça, durant ma phase d'acquisition de 2016 puis 2019-2020, j'en ai acheté 20, 18, 20, 18, 19, 20 là, dans ces eaux-là. Là, j'ai un petit plan. Puis il y a un de mes partenaires qui lui a embarqué. Il m'a jamais challengé. Je l'ai rencontré à l'école, OK? Dans un cours de comptabilité. Lui, ça la donnait qu'il avait eu comme un héritage anticipé. Puis, il aimait le vibe. Okay. Il a fait son due diligence quand même. Il aimait le vibe. Il a embarqué avec moi. Il a fait à peu près un demi-million là, dans les quelques copropriétés qu'on a achetées ensemble. Là, je sais pas, 6-7 liquide, cash. Puis, encore plus, on a un autre projet, les maisons de chambre. Il embarque all-in. Tout qu'est-ce qu'il a gagné. Avec moi, il réinvestit dans le projet. C'est incroyable. Le gars, il est brillant, mais il suranalyse pas. Il fait confiance. Il a fait ses spot checks. Il ne faut pas négliger ça. Il faut être intelligent au bout de la ligne. Mais... C'est tout le temps une question de balance, mon gars. Il ne faut pas être trop rationnel, il ne faut pas être trop émotif. Il faut se tenir au milieu. Ouais. Parce que si tu es trop rationnel, c'est pas compliqué, tu vas paralyser. Comme tu disais, analyse par analyse. Tu sais, c'est... Puis au contraire, c'est sûr, si tu sautes dans n'importe quoi avec n'importe qui. C'est ça, exact. Fait que c'est tout le temps une question d'équilibre, man. C'est comme ça dans tout. C'est une réponse poche, mais c'est la vie. Plus tu vieillis, plus tu te rends compte que l'équilibre, c'est important. Les excès, là, sans farce, là, peu importe de quel côté de la ligne, ça finit tout le temps par être problématique. Puis on réalise, je pense qu'en vieillissant, que l'équilibre, c'est quand même très le fun aussi.
Ben, c'est nécessaire. Je veux dire, toutes les natures et les cultures en parlent, que ce soit le yin et le yang, le bien ou le mal. Le démon puis Dieu. Allez écouter Star Wars. Aussi, la force. Puis, c'est tout est une question d'équilibre. Exactement. Après 6 ans d'affaires, ça a été quoi ta plus grosse leçon? L'humilité. Je t'avais dit que j'allais le dire tantôt. Hein? C'est ton mot. En tant que chef d'entreprise, je me rends compte que j'ai définitivement pas la réponse à toutes les questions. Le futur, surtout avec ChatGPT et tout le kit, arrêtez d'essayer de focusser sur les réponses, focusser sur comment poser les bonnes questions. Des fois, vous allez rencontrer des problématiques sur le terrain qui sont très concrètes. Vous avez beau avoir un fucking PhD en gestion. Vous ne savez pas. Vous ne travaillez pas avec les produits, avec l'équipement, avec le vibe. Prenez le temps d'aller voir les employés qui sont concernés. Demandez-leur leurs solutions. Traitez les solutions de vos employés au même titre que des solutions qui viennent d'un CA ou d'un chair ou de votre VP. Je m'en fous. Prenez chaque décision avec la même importance. Je t'avais compté l'affaire de l'usine en... Oui, je te l'avais compté. Je vais quand même faire un recap là-dessus. Là. C'est vraiment très simple. Là. C'est une usine en Allemagne qui fait du packaging. Okay? Puis, pour X raison, à un moment donné, il commence à recevoir un nombre anormal de plaintes de personnes qui reçoivent des boîtes vides. Le paquet n'est pas dedans. Okay? Là, écoute, ça commence à devenir problématique. Ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé. On ne le saura pas d'ailleurs à la fin de l'histoire, mais on va avoir une solution. Commence à engager des firmes externes, des avocats, des architectes, des ingénieurs, des big shots, là, du monde d'Harvard, puis tout le kit. Là. Commence à regarder le système de tri, commence à regarder le tapis roulant qui apporte tout, commence à faire des systèmes de pesée, des RFID, tout le kit. Rien ne fonctionne. Là, à me donner les plaintes continuent, amende. Ça la donne qu'il engage un nouveau employé. C'est un migrant, OK? Le gars, il arrive, il vient de, peu importe où, on va dire, Sénégal. Right. Là, Christy, les plaintes arrêtent. Mais le PDG, il fait que tout est bien packagé, je comprends pas pourquoi. Là, finalement, il parle à son équipe d'experts. Son équipe d'experts dit, écoutez, on n'a jamais trouvé une solution, fait que si le problème s'est résorbé, c'est pas nous. Il dit, Christy, mais allez sur le terrain. Met son casque, qui avait de la poussière, parce qu'elle n'est jamais sur le terrain, évidemment. Mais ses bottes. Mais son sarrau, là, il y avait une grosse bédaine depuis la dernière fois qu'il avait été sur le terrain. J'illustre que c'est important d'aller sur le terrain régulièrement. Là, il arrive, il parle à l'employé, puis l'employé il dit écoute, à un moment donné, j'ai juste réalisé que le gros ventilateur d'à côté, quand je le dirigeais sur la ligne de montage, les boîtes vides étaient pitchées en bas. Fait que les boîtes vides pitchées en bas, je la prenais, puis je regardais sur l'étiquette, puis je faisais le bon packaging. Boum! Simple. Si tu avais juste demandé à l'employé... si tu avais juste pris le temps de demander à ton employé. Ouais. Puis ça l'illustre juste que les compétences scolaires, c'est fantastique, mais ça ne règle pas 100% des problèmes en entreprise. Mais souvent, on est peut-être tunnel vision puis on regarde juste les chiffres. Quand il faut regarder peut-être le grand ensemble. Ben écoute, puis ça, c'est une énorme leçon d'humilité, surtout pour le PDG qui a dû s'en mordre les mains. Les millions de dollars de revenus qu'ils vont avoir perdus directement ou indirectement. Fait que, tu sais, c'est ça. Si on prend l'exemple de cet employé-là qui sort du lot, ce serait quoi les meilleures manières d'augmenter ses revenus? On fonctionne énormément par le principe de performance chez nous. Donc, en tant que salarié, ça serait ça. Okay. Souvent, ce que j'ai fait avec 2-3 bons employés qu'on a chez nous, je les ai pris, je les ai dit, écoute, on va t'incorporer, tu vas avoir du monde en dessous de toi, puis je vais engager ta compagnie incorporée. On l'a fait avec 3 employés, ça, chez nous. Dont une de nos employés, je salue Melinda, qui est vraiment fantastique. Melinda, très cool. Elle engage sa famille, des proches amis, puis le travail est incroyable. Elle, ça lui permet de générer un plus gros revenu. Moi, c'est une paix d'esprit. Fait que vous voyez, le but en entreprise, là, c'est de scale up tout le monde avec vous. OK? Avant d'essayer de vous scale up vous, dites-vous que si vous scale up les piliers en dessous de vous, vous allez monter. Puis ça a été, je pense, le meilleur move de 2023. Cette équipe-là a géré des beaux contrats, nous ont permis une bonne sécurité sur des beaux contrats qui nous ont permis d'avoir des pierres assises pour d'autres beaux contrats ensuite. Puis c'est vraiment juste les prendre à part puis leur expliquer, écoute, je vais t'encadrer, je vais t'aider, pars-toi une compagnie, puis je vais te donner de la job.
Fait qu'elle a fait probablement 3 fois le salaire qu'elle faisait quand elle était juste employée, avec à peine plus de job, mais elle permet de nourrir sa famille, d'autres personnes à côté, de tirer un revenu supplémentaire, avoir plus de latitude. Moi, de mon côté, la résultante est la même. Le client est très satisfait. Fait que... Oui, puis je pense que la mentalité québécoise, au contraire, c'est de faire le moins d'argent, d'efforts possible pour faire le plus d'argent possible, puis de moins dépenser, puis avoir le plus d'argent dans mes poches. Qui n'est pas mal nécessairement, mais je pense que ce qui est préférable, c'est de réinvestir, puis de faire grandir, puis d'aller acheter, je sais pas, d'équipements, ou aller engager des gens qui vont pouvoir te scale. Mais quand on reste limité, on va dire, actuellement, je peux pas me permettre. Mais c'est sûr, si tu prends pas le risque, tu pourras pas le savoir. Si tu peux augmenter tes revenus pour aller chercher. Fait que je pense que c'est difficile de casser cette mentalité-là, mais je pense que dès qu'on le fait, tu vois tellement d'avantages. Payer plus que le marché aussi, ça vient exactement dans ton point. Si la moyenne salariale de votre marché est de 20$ de l'heure, allez-y à 22$. Anyway, c'est le client qui va manger, vous allez refiler le bill. Mais le client va être content parce qu'il va avoir une qualité du service. Le salaire, on ne se le cachera pas. Vous allez me dire, il n'y a pas juste ça. Je suis d'accord, mais quand tu t'en vas travailler, généralement, c'est pour avoir de l'argent puis payer ton hypothèque ou ton logement puis de la nourriture. Fait que n'hésitez pas à former vos employés puis les payer plus cher. Là, tu vas me dire, ça paraît facile, c'est difficile à faire. Tous les marchés, il y a une certaine élasticité des prix. OK? L'élasticité des prix, c'est tu as une certaine capacité à pouvoir augmenter un prix. Je suis d'accord. En entretien ménager, je ne peux pas payer mon monde 26$ de l'heure quand le client me donne quelques sous de plus quasiment par contrat. Là. Par contre, si vous êtes une compagnie, par exemple, qui est en IT, qui facturez 350$ de l'heure à votre client, venez pas me dire que la différence entre 75$ et 100$ de l'heure va être drastique. Là, fait que quand vous avez plus vous avez un service qui est élastique au niveau des prix, profitez-en pour augmenter vos employés. Surtout que ça coûte très cher, les employés en IT, dans le sens que former, formation, rotation, ça a un très gros la compétence, trouver la bonne personne. Exact. C'est-tu encore possible? En fait, on va parler un petit peu plus d'immobilier, dans le fond. Comment on fait pour trouver un bon deal immobilier? Plus difficile que c'était. Ouais. Entourez-vous bien. Là. Je te dirais, moi, il y a une personne avec qui je me suis entouré initialement. J'ai eu ma phase du condo. Là, pour mettre un peu en contexte, j'ai acheté des copropriétés de 2016 à 2020. En 2020, j'ai commencé à refinancer toutes les copropriétés, puis j'ai ensuite pris les liquidités pour investir en multilogement. Et ensuite, les liquidités en multilogement, je les ai pris pour investir dans les maisons de chambre. Puis évidemment, tu conserves l'immobilier, c'est vraiment avec les refinancements que tu fais ça. Et quelques ventes ici et là, mais entourez-vous de quelqu'un qui va être capable de mettre, de mettre, comment on dit ça, les mains à la pâte. Dans le temps multilogement, moi, c'était quelqu'un qui s'appelait Robert Richard, qui m'a permis d'avoir Bob, mes 2 premiers multis avec lui, puis un autre partenaire. Puis ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Joël, au fond, qui est un partenaire avec qui j'ai beaucoup Joël et toutes les compagnies, les autres associés. Je ne sais plus combien de portes qu'on a avec, là. Honnêtement, je ne fais même plus le compte. Mais c'est un peu la même chose. Les deux avaient déjà une expertise. Je suis déjà arrivé avec une position qui était très passive. Moi, j'ai eu la chance parce que le côté actif, je l'ai fait en copropriété. Fait que je suis arrivé avec beaucoup de liquidités et j'ai pu rentrer passif. Mais entourez-vous de personnes qui sont déjà compétentes dans le domaine. Ayez pas peur d'aller les voir en réseautage, ces personnes-là. Là. Ils vont pas vous manger. Là. Le pire qu'ils vont vous dire, c'est non, j'ai déjà assez de partenaires. Mais souvent, ces personnes-là ne se limitent pas. Fait que s'ils peuvent avoir un partenaire de plus, ils vont embarquer parce qu'ils savent que c'est un projet de plus qu'ils vont pouvoir en mettre. Fait que ce genre de personnes-là, entourez-vous d'eux. Fait que trouvez des partenaires qui sont actifs, qui ont de l'expérience. Qui ont l'expérience sur le marché. Partez pas 3 gars qui avaient jamais mis les pieds en immobilier ensemble. Ça va pas bien finir, je te le promets. De base, si t'es pas manuel ou que tu connais... Tu n'as pas d'expérience de gestion locative ou de relations humaines, que tu es vraiment, mettons, comptable, là, 100%. Vous êtes 3 comptables, à un moment donné, ça va tourner en rond. Je pense qu'il manque peut-être certaines compétences. Là. C'est surtout tout ce qui est présentement le TAL, le tribunal administratif du logement, puis la SCHL, le financement, c'est rendu extrêmement complexe. Tu as beau le savoir en théorie, si tu n'as pas quelqu'un qui a plusieurs financements dans l'arrière de la cravate, ou qui n'a pas plusieurs dossiers au TAL qui a été faire. Ça va être problématique. Fait qu'allez pogner quelqu'un qui est déjà battle-tested, là, qui a déjà testé le champ de bataille, puis tu vas avoir une certaine sécurité. Là. Nice. OK. C'est quoi la pire erreur financière que quelqu'un peut faire dans sa vie? L'humilité. C'est rattaché à ça. Je te dirais, il y en a 2. Essayez pas d'impressionner les autres. Là. A.k.a. vos dates. Là.
c'est chill à amener une date à 500$ ou 1000$ le repas, mais si t'en as pas les moyens, c'est une semaine, 2 semaines de travail ensuite. Tu trouves ça un peu plus dole. Fait qu'en réalité, ce que tu pognes avec cette date-là, c'est que pour 30 minutes de plaisir, vous allez échanger 40 ou 80 heures de job. Apprenez à comme temporiser l'argent. Moi, c'est la leçon que j'ai appris. Ouais. Mettons que tu achètes un char. Ouais. Oh, Christy, il y a 4000 heures de travail pour pouvoir me permettre ce char-là. Oh, ça équivaut à 4000 heures? Mettons, là, je dis un exemple, là, j'ai pas calculé. Mais disons, là, fait que quelqu'un qui travaille pas, qui travaille autonome ou qui a une entreprise qui ne check pas ses heures, ben essaie d'évaluer quand même. Ben oui, absolument. Mais mettons, là, tu le vois, mettons un salarié, OK? Ouais. On va faire un chiffron qui gagne 20$ de l'heure, il entre sur le marché dans peu importe le domaine, peu importe. Il s'en va au resto, ça coûte 100$. OK, avec le type tout. Puis ça, écoute, t'as plus grand. Passe un repas pour 2 avec genre une petite coupe de vin, 100$ maintenant. Là. Pas mal, ouais. C'est 5 heures de job. Ça veut dire que. Ouch! Ça veut dire que ton lundi matin, de 8h à 1h, ça va être juste pour ta date de vendredi, de 8h à 9h. Là, mettons qu'il y a une petite demi-heure après que vous avez été à Netflix and chill. Pour 1h30. On s'entend-tu que... Puis c'est pas rentable, boys. C'est des petits... c'est des petits montants. Ouais. Mais mettons, je te sors un 300-400$, qui souvent, c'est du bon à 20$ de l'heure qui font ça. Là. T'es comme Christy. Mais c'est parce qu'ils ne calculent pas, évidemment. Ben, après impôt, c'est une semaine. Fait que, bon, essayez pas d'impressionner les autres. Je vais le répéter. Les hosties de chars de luxe, là. Les vêtements de luxe, là. Hey, j'ai vu une greluche il n'y a pas longtemps, là. Mon monsieur, s'il n'y a pas une machine de luxe, puis il n'est pas ice up. Je l'ai vu. J'espère vraiment que c'est un sketch. J'espère que c'est un personnage. Mais souvent, ce l'est pas. Hey, j'ose. Et quand j'ai écouté ça, j'étais flabbergasté. Ouais. J'étais ice up, il faut qu'il soit ice up. Puis elle parle niaiseuse en plus, c'est incroyable. Fait que, ben, tenez-vous loin de ce genre de personnes-là, mais un char, c'est... Puis, écoutez, un char, c'est vrai. Tous les banquiers vont vous dire la même chose. Si vous voulez vous acheter une maison, ayez pas de paiement de char. C'est la pire dette que tu peux avoir sur papier aussi. Mais c'est absolument la pire dette parce que ça l'amortit, ça perd. Il y a une dépréciation de l'actif qui se fait à une vitesse grand V. À part si vous avez des autos de collection. Là. Mettons, la collection de Poirier, mais là, vous n'êtes pas là. Puis c'est ça, exactement. À part de très rares cas. Puis d'un autre côté, si tu as une Bentley et tu fais 1 million par année, c'est correct. Yep. Soyez raisonnable. Okay? Si votre char vaut 50 000, vous en faites 30 000 par année, il y a un problème. Okay? Je suis vraiment désolé. Là. Tu sais, honnêtement, je vais être bien franc avec toi. Là. Tu devrais pas, en 1 mois de salaire annuel, tu devrais être capable de payer ton char. Peut-être 2. Tu sais, si tu veux vraiment être conservateur. Puis il n'y a jamais personne qui est mort d'être roulé dans une Tercel, qui est en ordre, mettons. Là. Je ne sais pas si les freins lâchent, là, mais... Si les gens ils vont faire, hey, là, cette année, je sais pas, je fais 100 000, 150 000 par année, ou même, mettons 75 000. Je peux bien me gâter, m'acheter un char à 40 000. Ça, en plus, là, c'est pas tant réaliste parce que le salaire moyen, ça me fait capoter, là. Le monde différencie le salaire moyen du salaire médian, okay? Ce qui est majeur en statistique. Je vais vous dire, c'est quoi une médiane? Une médiane, tu prends 100 personnes, c'est la 50e personne. Ça, c'est une médium. Les problèmes des moyennes, c'est que la personne qui est à 0, qui fait le moins d'argent, fait 0$. Mais la personne qui est à... Le groupe de personnes qui sont à 90%, qui font 3, 4, 500 000, 1 million par année, les exceptions, ils fuck les statistiques bien raides. Prends, mettons, une personne qui fait 1 million de salaire sur un échantillon de 100 personnes, ça fuck ta moyenne de comme 10-15 000. Fait que le salaire moyen n'est pas 60 000 par année. Ben, c'est ça qu'ils disent. Ils disent le salaire moyen. C'est 52 000 au Québec. Le salaire moyen, mais le salaire médian, il est genre 46-47. Là. Ouais. Puis ça, on n'oublie pas. Ça inclut tout le monde qui sont en fin de carrière. Fait que ça inclut celui qui ça fait 30 ans qui est à la même place. OK? Ça inclut celui qui travaille, les migrants qui travaillent 90 heures semaine à temps et demi, temps double, etc. Ouais. Quand tu normalises tout ça, que tu fais salaire médian, mettons que t'entres sur le marché, attends-toi pas à faire ces 47 000 par année dans la plupart des métiers. Là. À moins que tu sois hautement scolarisé, mais les métiers qui sont plus manuels, on exclut la construction et tout, il faut juste être réaliste, il faut faire attention. On va finir, on nous reste un petit 10 minutes, on va finir avec des questions couple, mon cher. On va prendre un exemple de quelqu'un. Formule polie de ferme ta gueule, on n'a plus grand temps. On est timé. OK, let's go.
quelqu'un qui est marié, qui a une femme, qui a un mari, est-ce que je devrais me partir en business avec ma femme? Hell no! Non. Hey, guys, vous voulez pas... Ouais, je suis surpris. Votre blonde ou votre chum, ça doit être votre havre de paix. Oh. Tu sais, le soir, quand vous avez fini de travailler, vous avez une vie. La vie d'entrepreneur est extrêmement stressante, là. Le taux de suicide chez les entrepreneurs est affreusement élevé. Le taux de dépression est affreusement élevé. La dernière chose que vous voulez, surtout quand vous avez 2 morveux ou un parent qui est malade, c'est le soir, encore parler de job avec votre blonde parce qu'elle est en compagnie. C'est Pour vrai. moi, l'équilibre, là, c'est vraiment... Puis je suis de même avec ma conjointe aussi. À partir de l'heure du souper, tu as 5 minutes pour parler de ta job, mais après, je veux plus qu'on parle de Puis ça fonctionne relativement bien? Oui, relativement. Okay. Puis écoute, si les deux, vous avez une business, puis la business va mal, les questions de gestion de risque, les deux, vous perdez votre job, mais c'est que vous ne serez jamais capable de déconnecter. Vraiment. Le mix parfait, selon moi, c'est un des deux qui est entrepreneur, puis l'autre qui travaille au gouvernement. Parce qu'on dit, si tu es entrepreneur, il faut que tu trouves ta seconde moitié, il faut qu'elle aussi soit entrepreneur. Ou qu'elle supporte, ou qu'elle ait sa propre entreprise de son côté. Vous ayez deux entreprises mélangées à faire. Mais dans le même business. Ouais. Même, je te dirais que j'ai eu quelques points, là. J'ai eu des investissements avec mon père, puis ça a été problématique. Si ça avait été un actionnaire régulier, je l'aurais actionné, sérieusement. Oh, shit. On a eu des petits litiges. Fait que, tu sais, essayer de splitter. Ton père? Ouais. Ben, tu sais, mon père, il est très rationnel, très by the book, puis c'est un comptable. Moi, je suis un investisseur, je suis un entrepreneur. Je me fous de savoir l'argent qui est dépensé, je regarde juste ce qui est revenu. Lui, focusé sur l'argent dépensé. Mais ça aurait été vraiment une tangente complètement différente. Puis à un point tel, en année, que ça a mis un gros froid dans la relation. Fait qu'imaginez, ça fait ça avec ta blonde. Ça va super bien côté amoureux, mais tu as eu un fuck-up à la job avec elle parce que tu as dit non sur une de ses décisions ou tu l'as corrigé, ça l'a vexé, peu importe. Non, séparez ça. OK. Très personnel, très subjectif comme suggestion. Ben oui, c'est 100%. C'était vraiment une question personnelle aussi, ton opinion là-dessus. Faire une suite à ça, les accords prénuptiales, qu'est-ce que tu en penses? De signer un document avant de se faire marier, de se marier ensemble? 100% pour. OK. Qu'est-ce que ça consiste pour les gens qui comprennent pas? Un prenup, au fond, c'est une séparation d'actifs avant le mariage. Okay? Fait que tout ce qui s'est fait avant le mariage et reste, au fond, à l'abri s'il y a une séparation. Pour vraiment faire ça simple. Ça a changé récemment que les conjoints de fait. Pour les enfants qui vont naître après, je pense que c'est juin 2025 ou juin 2024, j'ai un petit blanc. Mais pour faire simple, un prenup, c'est on se marie le 1er janvier. Tout ce que monsieur et madame avaient à 31 décembre et moins reste dans les poches de monsieur et madame. Tout ce qui est fait après va aller là, dans respectivement dans les 2 poches. Fait que par exemple, si tu as une compagnie, tu peux faire un prenup et dire moi, tout ce que j'ai fait avant, et tu peux aussi dire dans le futur, tout ce qui va être fait dans la compagnie reste dans les poches de monsieur. Madame, si elle a beaucoup d'actifs, mettons, en bourse, ça va rester dans ses poches aussi. Fait que vous séparez vraiment vos actifs, puis c'est super important. Il y a une notion de patrimoine familial. Les biens que vous détenez conjointement se sont séparés, ce qui fait du sens. Une maison, OK? Une maison, c'est l'exemple typique. Ça, c'est correct. Mais il faut comprendre, ce qui peut t'arriver là, demain matin, tu peux, par exemple, mourir d'un accident de voiture. Puis si tu n'as pas un bon prenup, là, c'est une affaire de testament, mais si tu as un bon... Autre exemple, OK? Tu es dans un accident de voiture puis tu deviens légume. OK? Mais tu n'as pas de prenup. Fait que là, bon, mandataire, tout est transféré à madame automatiquement. Madame, pour exacte raison, se trouve un autre chum. Ou madame se fait convaincre par ses parents de prendre cet argent-là pour l'investir dans des sommes complètement idiotes. Les enfants ne sont pas capables d'en hériter, etc. Je pense que c'est important d'avoir un bon prenup. Puis soyons très, très rationnels et très froids. La plupart des mariages finissent en divorce. La majorité des cas de mariage finissent en divorce. On parle de plus de 50%. Donc, pour bien partir un mariage, assurez-vous d'avoir des bases solides. Puis ça, c'est... Écoutez, tous les boomers qui entendent ça sont probablement en compte, là, parce que la mentalité là, avant que c'était une femme... C'était différent avant, quand il y avait une femme au foyer, puis monsieur faisait tout, puis elle s'occupait de la maison. Là, c'est très différent maintenant. Là. Mais prenup, définitivement. Tous les avocats, les fiscalistes, ils encouragent ça. Vont vous dire la même chose. Prenup. Les gens qui vont se marier, ils vont dire, ben moi, mon chum me demande, ça veut dire qu'il ne croit pas en notre couple. T'sais? Absolument. Puis moi, ce que je répondrais à ça, c'est les gens changent, les temps changent, les valeurs changent. Il n'y a aucun couple qui est à l'abri de la séparation. Aucun. On se divorce de plus en plus. Je regarde juste mes parents, puis je regarde ma génération.
il n'y a plus vraiment de label sur les relations. Tu sais, t'as tellement, on en parlait tantôt, tu n'as tellement pas de contrôle dans ce qui se passe. C'est vrai. Quelqu'un peut être super clean au mariage, puis professionnellement, il devient alcoolique après ou dans le drogue. C'est vrai. Les enfants, vous avez des divergences au niveau de l'éducation, ça qui est un cas très, très, très fréquent. Au niveau des finances, vous avez une grosse divergence. Elle veut vivre dans un manoir avec 2 Bentley. Toi, tu es plus conservateur. Puis il y a tellement de divergences qui peuvent se produire. Le garant du passé, le passé n'est pas garant du futur. Fait que ça, c'est un fameux Penses-tu problème. que le mariage, ça va être quelque chose d'antan? Ben écoute, je pense que c'est appelé à disparaître, le mariage, là. Maintenant, il y a la notion de conjoint de fait qui devient quasiment l'équivalent d'un mariage, mais personnellement, je trouve ça archaïque comme concept. Là. Dernière question, mon cher. Oui. On va finir avec une petite question inspiration pour les gens. Souvent, je pense que, puis je me place dans ma situation comme Gen Z, on a souvent la mentalité, je peux me faire ramasser par un truck demain matin puis mourir. Fait que ça sert à rien que je place mon argent ou que je pense à comment l'investir. Autant l'utiliser puis le dépenser là. Puis je peux toujours en refaire dans le futur si je meurs pas, au pire. T'as moi ça. Tu penses que ça va être une question simple? C'est qui les gens, selon toi, qui sont le plus heureux? Je vais te nommer 3 exemples, OK? Vas-y. Parmi les 3 personnes, pick a choice. OK, parfait. Le fils d'un magnat qui est en Arabie Saoudite, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui n'a jamais nettoyé sa vaisselle, qui ne sait même pas comment changer une vie, mais qui a toutes les voitures et toutes les femmes. Ouais. 2e exemple, l'Américain moyen. 3e exemple, le moine tibétain. Le plus heureux. Le moine for sure. Pourtant, c'est qui qui est le plus actif? Ben, c'est le premier. Oui. Puis c'est qui est le moins actif? Le moine. L'argent ne doit pas être corrélé à votre bonheur. Vous allez me dire, c'est beaucoup plus... Ouais. Vaut mieux rouler en Ferrari. Mais oui, pleurer en Ferrari. Je suis d'accord, mais si votre bonheur est corrélé à l'argent, c'est pas du bonheur, c'est du plaisir. Les plaisirs, c'est éphémère, OK? Ouais. Un plaisir, I swear, je donne une Lamborghini à n'importe qui d'entre vous, vous allez vous faire du fun 3 semaines, dans 1 mois, vous allez être comme, bon, c'est pas différent de mon Honda Civic. T'sais, au bout du compte, fait un petit peu plus de bruit, le monde me regarde un peu plus. Même que je vais pousser ça, vous allez développer une crainte. Vous allez demander, tu sais, les gens que vous rencontrez, c'est-tu pour la Lamborghini ou pour moi? Vous allez commencer à baser votre estime sur ce que vous avez comme actif plutôt que ce que vous êtes. Apprenez à être heureux avec rien pantoute. C'est ça le bonheur, OK? Soyez dans votre vie, là, ayez le moins de choses possible, vivez les souvenirs, OK? Profitez du coucher de soleil, profitez des premiers pas que votre fille va faire, de la première fois qu'elle va dire « je t'aime »,« papa », peu importe. Ça te procure ce qu'on appelle du bonheur. Aller au resto, prendre une brosse, t'acheter un char, être un shop pour avoir une grosse machine de luxe, c'est du plaisir. Puis du plaisir, c'est éphémère. Puis non seulement c'est éphémère, mais t'en veux de plus en plus, puis c'est comme une dope. Fait que, non, je suis pas pour ça. Apprenez à faire de l'argent, puis en plus, apprenez à être heureux sans avoir besoin de l'utiliser. Ouais. J'aime vraiment cette finalité-là, d'où puis ça fait un point aussi à je me verse 80 000 par année comme salaire, j'ai pas besoin de plus. Puis je trouve que c'est vachement élevé ton affaire, man. Je me verse vraiment moins que ça, puis j'ai 2 enfants. Non, je dis 80, mais... Mais exactement. Puis tu sais, c'est vraiment là... écoute, cette affaire-là, je l'entends au moins, ou je la lis au moins une fois par jour. Tu peux mourir demain, prophétisant. Je suis d'accord que tu peux attraper le cancer demain. Tu sais, tu peux attraper le cancer demain, mais que tu ailles une Lamborghini, tu vas quand même l'avoir ton cancer, OK? On peut-tu s'entendre? Tandis que si tu as fait un bon capital, ben Christy, quand tu vas partir du cancer, au moins, tu vas savoir que ta blonde puis tes enfants vont être capables de vivre, vont être capables de garder la maison, vont être capables de tout. Moi, je pars tout le temps de cette prémisse-là. Si je meurs demain matin, je veux que mes filles puissent aller... Écoute, à n'importe quelle école qu'elles veulent, je veux qu'elles puissent se concentrer sur ses études. Je veux que ma blonde puisse avoir l'énergie puis pas le stress financier. Imagine, tu viens de perdre ton chum puis en plus, tu as le stress financier de perdre ta maison. Fait que prévoyez donc pour les prochaines générations puis apprenez à être bien avec ce que vous avez, le moins possible. J'ai rien à dire de plus. Merci encore, JS. Ça fait plaisir. C'est un plaisir. C'est vraiment trop cool. Drop the mic. Oui, non, t'as plaît, dans mes mains. JS. C'est quoi la première chose à planifier avant même de vouloir acheter un bien immobilier? C'est quoi la première chose à faire? Bien, je te dirais, les banques, qu'est-ce qu'ils vont regarder en premier? C'est l'individu. Fait que je fais le parallèle avec la fille de tantôt. Assurez-vous d'être ISOP pour avoir une belle machine de nom. On va l'appeler soyez sexy auprès de la banque. Ouais. C'est quoi être sexy auprès de la banque?
Arrivé en crop top? Non, c'est ça. Ben, je l'ai essayé une fois, ça n'a pas fonctionné. OK? Pas de G-string, pas de crop top avec votre banquier. C'est avoir un bon crédit, avant tout. Okay. Avoir un bon crédit, ça se fait comment? N'hésitez pas à utiliser le crédit, mais assurez-vous d'être entre 25 et 50 % d'utilisation idéalement, 25 à 75 au maximum. Fait que tu as une carte de crédit de 1000 $, assure-toi d'utiliser de 250 à 750. Max-la pas. Assure-toi de payer à temps, puis assure-toi d'avoir plusieurs comptes, comme téléphone, un petit prêt étudiant, 2-3 cartes de crédit, mais assurez-vous que ça soit bien roulé. Donc, montez votre Beacon Score. Deuxième des choses, éliminez les dettes le plus possible. Okay? Paiement de char à éviter, prêt en général à éviter, prêt étudiant si vous êtes capable de le clairer. Donc, bon crédit, pas d'emprunt, pas de prêt pour avoir un bon ratio d'endettement et maximiser votre revenu. Ça veut dire que les 2 premières années, là, si vous voulez absolument investir, donnez un go à la job. T'sais, travaillez, faites de l'overtime, dépensez pas trop. 4e élément, ayez de l'argent liquide. Moi, c'est comme si on est pour partir ensemble dans une aventure. Je suis de la banque, là. T'arrives, tu me dis, hey, tu me donnes tout, puis on va à Cancun. Ben non, mon gars, on va mettre chacun une portion, là. Tu mets la mise de fonds, je vais te donner le reste. Mais il faut aussi être capable d'avoir une mise de fonds. Ça montre le sérieux, ça montre la discipline que tu as été capable de faire. Non seulement ça montre la discipline, mais ça montre à la banque que tu as été capable les dernières années de piler cet argent-là. Ça veut dire que tu vis pas au-dessus de tes moyens, tu fais plus de revenus que tes dépenses. Bonne cote de crédit. Maximisez votre capacité d'emprunt en réduisant les dettes, en augmentant vos revenus. Mettez une bonne mise de fonds. Même si, hypothétiquement, la SCHL demande 5 %, si vous avez 10 %, ça va juste les sécuriser. Okay? Si la banque en conventionnel demande 20 %, ayez 25-30 %. Super simple. Écoute, c'est une recette simple, mais que très peu de personnes utilisent et comprennent malheureusement. D'après toi, c'est quoi les compétences qu'on n'apprend pas dans les livres ou à l'école quand on veut investir en immobilier, quand on veut commencer à investir dans des biens immobiliers? Les humains. Okay. Sérieusement, on ne vous parlera pas à l'école des partenariats qui peuvent mal virer. On ne vous parlera pas des vendeurs qui vont essayer de vous fourrer. On ne parlera pas non plus de la gestion des locataires. Okay? On ne vous expliquera pas c'est quoi un locataire qui a la schizophrénie. On ne vous expliquera pas c'est quoi, exemple, un locataire qui meurt dans votre unité. On ne vous expliquera pas c'est quoi un locataire qui est victime de violence conjugale. Donc, c'est tout le côté, au fond, émotif. Il faut comprendre que l'école, c'est pour acquérir la raison, des connaissances, mais le côté émotif, assurez-vous de bien comprendre dans quoi vous allez être. Puis ça, peu importe le livre ou l'école, on dirait que c'est quelque chose qui n'est pas assez véhiculé. L'immobilier, c'est pas de la brique, c'est une business d'humain. Quand tu arrives avec tes augmentations, là, tu t'en vas pas voir le mur de briques avec du mortier et tu dis « Hey, je t'augmente de 100 $ par mois. » Tu t'en vas voir la personne, tu prépares la table, puis tu peux pas préparer la table de la même façon. Si tu t'en vas voir Bertha, 88 ans, pour une augmentation de 100 $ quand elle vit sa PSV, c'est pas la même chose que quand tu t'en vas voir le voisin en dessous qui travaille ses mines, puis qui est payé 150 000 par année, puis qui est là 2 semaines par année. Des humains qui dealent avec des humains. Adaptez-vous. Il faut apprendre à s'adapter. Puis ça, c'est de la pratique. Là. C'est vraiment de la pratique. Là. Arrive pas puis il donne pas un burger à un musulman, il peut pas manger de la viande. C'est aussi ridicule que ça. Là. Si vous êtes pour donner des... Erreur conne, première année, j'ai un des locataires, il est musulman, puis je donne des jujubes. Ben, j'ai appris qu'il y a de la gélatine dans le jujube qu'ils peuvent pas prendre. Fait que, tu sais, j'ai manqué le côté humain. Il a quasiment mal pris, mais j'ai peaufiné mes techniques, puis j'ai peaufiné mes connaissances. Ils m'ont jamais dit dans le livre qu'on pouvait pas donner de jujube aux musulmans. C'est-tu des jujubes halal? Ben, il y en a des jujubes halal là, maintenant. Fait que, puis écoute, c'est comme ça pour toutes. Là. Peu importe les religions. C'est facile de vendre halal que pas halal. Là. Ben, écoute. Rendu là. Moi, je le ferais aussi. Bon, fait qu'à l'avenir, la leçon, prenez des jujubes halal. Mais c'est ça. Apprenez à connaître les gens. Oui, 100%. Tantôt, j'ai posé la question, c'est quoi la pire erreur financière que quelqu'un peut faire dans sa vie? Maintenant, on va switcher ça. C'est quoi le meilleur move financier qu'on peut faire dans sa vie? Squatter chez vos parents. Rester jusqu'à 30 ans dans le sol. Je pense qu'avant qu'on quitte chez parents, on n'a pas conscience à quel point ça nous permet de sauver de l'argent. La liberté, elle coûte cher, mon chum. Ça, c'est... Squatter chez vos parents
essayez d'utiliser le transport en commun dans les limites du raisonnable le plus possible, puis éduquez-vous. Tantôt, on parlait de l'importance de bien connaître les aussi cons, l'impôt progressif, les REER, le CELI, le REE. Quand vous allez être un peu plus vieux, vous allez avoir des enfants. Prenez la peine de vous éduquer. N'oubliez pas, là, vous allez tout perdre dans la vie. Okay? Vous pouvez tout perdre dans la vie, mais les connaissances, c'est la seule chose, mis à part c'est l'Alzheimer, que vous allez conserver toute votre vie. Par règle générale, les Québécois, les familles québécoises ne vont pas mettons, mes parents, ils ne m'ont pas fait payer un loyer. Mais une pratique, si, mettons, j'ai des enfants puis ils veulent rester jusqu'à leurs 30 ans, finir leurs études, ben, je vais te demander peut-être un loyer, mais c'est pas de l'argent que je vais garder. Ça va être un fonds pour toi quand tu vas aller en appartement. Mais là, ça te force à créer une épargne. C'est une très bonne leçon. Je pense que c'est cool. Ouais. Non, c'est une très bonne leçon. Ou prouve-moi que tu es capable à chaque mois de mettre ça dans un fonds. Fait que c'est parfait. Définitivement. Ouais, c'est une petite parenthèse intéressante. Non, puis il y a beaucoup, c'est une nouvelle tendance. Il y a beaucoup plus en plus de parents qui font ça que je trouve vraiment intéressant. Quand tu veux vraiment pousser la loc, tu peux placer cet argent-là aussi. Puis Ben oui, un crime dans un CELI. Moi, c'est ça que mon père a fait. J'ai commencé à travailler très jeune, à peu près à 11 ans. Okay. Puis il me donnait une partie, au fond, de l'argent que un employé normal aurait vraiment été payé. Mais il l'a placé pour moi pendant ce temps-là. Puis cet argent-là, écoute, 15-20 ans plus tard, ça a fait une somme qui a permis littéralement d'acheter une copropriété cash. C'est le fun, ça. Puis, mais tu sais, mon père avait l'intelligence financière de se dire, cet argent-là, je vais le placer dans un compte distinct. Je vais le faire fructifier selon l'horizon nécessaire. Fait que ça a juste été vraiment wise. Parfait. Tu penses quoi des comptes conjoints? Ça vient en parallèle avec comment vous ventilez les revenus pour payer les dépenses familiales. Ça, c'est une question qui tue. OK. C'est bon quand les employés, les deux parents sont employés et font relativement le même salaire. Ça peut faire du sens. Quand il y a des grosses disproportions au niveau des salaires, c'est sûr que ça crée des inéquités. Madame est entrepreneur, elle fait... encore là, OK. C'est une entrepreneur qui fait 40 000 par année, mais qui génère des actifs incroyables parce que, justement, elle garde son revenu bas. Tandis que monsieur, lui, fait à peu près la même somme, mais en étant employé. Fait qu'il se dit, je vais poter 50-50. C'est une façon de voir les choses. Il y a les autres que c'est deux employés qui font 40 ou 50 000 chacun qui potent la même chose. C'est très simple aussi. Moi, je suis un petit peu old school, mais ça devrait être en proportion des salaires. OK? Puis encore là, je mets un bémol. Là. C'est sûr, si le gars fait beaucoup, beaucoup plus que la fille, je trouve pas ça fair non plus que 90% du salaire, ça soit le gars qui le mette. Surtout s'ils sont partis de la même place. Je trouve pas que c'est tant fair. Ça, c'est vraiment une question qui est tricky. Le compte conjoint devrait définitivement, selon moi, être juste pour les dépenses familiales. Nourriture, Internet, téléphonie, toutes les choses si vous avez des enfants. Mais c'est la ventilation des coûts là, qui est vraiment tricky. Vous fonctionnez comment? Je vous pose une question, là, honnêtement, à l'auditoire. Là. Comment vous fonctionnez pour poter l'argent dans le compte conjoint? C'est intéressant. J'aimerais qu'on se plug une dernière question. Oui. Juste finir ça à écart. Tu penses quoi, mettons, des gens qui moi, j'aimerais ça investir au Costa Rica, investir en immobilier dans d'autres pays que le Canada? Bon, j'ai 2-3 personnes dans mon Facebook qui, justement, véhiculent ça, là, notamment aux États-Unis. Ouais. Je trouve qu'on a un très bon marché immobilier au Canada. Là. Je ne verrais pas pourquoi on aurait besoin d'aller à l'étranger. Ma seule crainte en tant que telle, puis c'est mon côté investisseur et entrepreneur qui parle, c'est qu'il y a tellement de législation qui est différente. Côté légal, j'aurais peur de me faire avoir à quelque part dans le processus ou de me retrouver dans 15-20 ans avec un fardeau fiscal que je pensais pas avoir. Right. Je serais pas game, personnellement. OK. All right. Cool. Seems fair. Ah! Excuse-moi, Antoine. On est dans le flow, là. J'ai une dernière question. Oui. On finit toujours nos podcasts avec un conseil général qu'on aimerait donner à notre audience. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent en ce moment? Ça va être le conseil le plus poche. Travailler, esti. Come on, guys. Je suis conscient de la nouvelle génération. Vous avez des besoins qui sont différents des générations précédentes. Mais vous n'allez jamais être capable de bâtir un actif à travailler 32 heures par semaine. Vous devez travailler plus. C'est pas le fun. C'est pas sexy. Mais peu importe la job. Vous faites de l'entretien ménager, vous travaillez dans une usine. J'ai énormément d'admiration pour les immigrants qui arrivent ici, qui travaillent 60-70 heures par semaine, se mettent 2-3 puis achètent littéralement un duplex ou un triplex après 2-3 ans. Essayons d'avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport à cette culture-là.
pour ces éléments très spécifiques-là. Piler de l'argent, travailler en fou. Puis vous allez pouvoir lever votre YOLO à 25-30 ans si vous commencez tôt. Là. Fait que c'est poche, mais c'est ça. Tout le monde qui a réussi travaille. C'est le conseil le plus poche que je peux vous dire. J'aimerais ça vous dire d'investir dans la crypto ou toutes des conneries de même, le forex. Mais la réalité, c'est qu'il y a une proportion très mince des gens qui vont faire de l'argent avec ça. En immobilier, à la bourse, c'est à long terme qu'il faut voir aussi. Fait que présentement, la façon la plus facile de générer un surplus de trésorerie, c'est de travailler. Soyez employé, travailler, une job, 2 jobs, overtime, peu importe. Donnez un coup, 2-3 ans. Ouais. J'ai un gars avec qui je fais du judo chez Sherbatov. Il travaille dans les mines. Il fait un salaire astronomique, OK? Je sais pas si tu sais comment ça peut gagner. Quelqu'un qui travaille dans... 100 000, c'est pas 100 000 dans écoute, c'est dans les 6 digits, puis pas dans les débuts du 6 digits. Ce gars-là va se claquer 3-4 ans, puis il paye les duplex. C'est incroyable. Je soupçonne qu'il paye cash aussi, ou avec des prêts petits financements. Mais il est jeune, man. Il a genre 20-21, là. Lui, il donne un coup. Mais à 25-30 ans, ce gars-là, il est quasiment retraité. C'est vrai. Fait que, tu sais, profitez-en. Profitez-en. Vous êtes jeune. Le monde va dire profitez-en, on est jeune. Profitez-en pour travailler, vous avez plus d'énergie. Atteignez peut-être votre max de travail puis essayez de voir un peu c'est quoi votre capacité de prendre des tâches. Fait que travaillez, en fait. Puis si vous êtes capable vraiment de travailler dans quelque chose que vous aimez, là, vous êtes en business. Là. Imagine travailler beaucoup d'heures dans quelque chose que tu aimes. Ben, tu travailles plus, en fait. C'est ça. Puis il n'y a pas de saut-métier, soit dit en passant. Là, en passant, éboueurs payent très bien quand tu fais de l'overtime, pour vous donner une idée à quel point il n'y a pas de saut-métier. Je connais des éboueurs qui font plus que du monde qui ont des bacs et des maîtrises à l'université. Fait que travailler, c'est vraiment juste ça. C'est pas aussi les gens ils quittent l'université puis ils veulent un salaire à 200 000 day one, puis la réalité c'est que tu vas commencer à 50 000 au bas d'échelle. Là. Même si tu as fait X nombre d'années d'études. Là. Puis de plus en plus, là, depuis les 10 dernières années, je sais pas pourquoi on dirait que les métiers manuels, c'est plus sexy. Mais pourtant, les c'est DEP, c'est sous-coté. Là. Hey, puis écoute, électricien, mécanicien, plombier, grutier, le monde lève quasiment le nez là-dessus pour aller aux études. Quand tu as de la demande. Là, c'est qui tu penses qui construit la tour à contour? Mais c'est ça. Puis c'est tellement puis c'est des DEP qui sont payants, qui sont importants, qui sont exigeants. Puis je lève mon chapeau d'ailleurs aux travailleurs de la construction qui, grâce à eux, permettent d'ériger des parcs à des vitesses assez incroyables. Tu sais, rien vous empêche non plus de retourner aux études après votre bac. C'est ça. Votre bac en philosophie, vous n'êtes pas capable de décrocher une job. Ben, c'est maintenant qu'allez faire un DEP. Commencer à créer du contenu sur la philosophie sur YouTube. Ça va peut-être pogner. Ça punk. On est tellement limité à certaines choses dans la vie. Ouais. Ouvrez vos horizons. JS, ça fait un plaisir comme d'habitude. Mais c'était vraiment dichotomique aujourd'hui comme entrevue. On a traité vraiment de sujets sérieux, de sujets moins sérieux. Mais tu sais quoi, moi, à chaque fois, je trouve que c'est ton humilité qui ressort. Ouais. C'est honnêtement, je pense que je suis pas trop... Hey, t'es-tu sarcastique? Fait qu'on va rapper. Drop the mic. Non, mais c'était vrai pour vrai.